Bonsoir à tous. Et oui, c'est déjà le 5e rendez-vous du Bistrot d'Alélos, comme le temps passe vite. 5e rendez-vous du Bistrot d'Alélos. Au sommaire, 3 sujets. Première partie, qu'est-ce que c'est que ce match? Un retour sur Lille-Nantes, le match du week-end dernier, vendredi soir. Deuxième partie, un sondage du Bistrot d'Alélos. Une jauge qui risque de passer à 1000 personnes pour le derby. Est-ce qu'on va avoir affaire à un derby confiné? Donc, les réactions des invités ce soir. Troisième partie, on l'a appelé Strasbourg-LOSC. C'est le point sur le prochain match de championnat. Strasbourg-LOSC. Est-ce que le LOSC fera une pause à la Méno? En tout cas, on ne le souhaite pas et on souhaite qu'il continue sur sa lancée. Pour cette émission du Bistrot d'Alélos, qui, je le rappelle, est une émission produite par les Docs du Net et réalisée par Arnaud, que vous voyez dans une des 4 vignettes. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Le Bistrot d'Adèle LOSC, c'est le rendez-vous hebdomadaire des supporters du LOSC qui viennent échanger en fait sur l'actualité du club. Alors cette semaine, une grande nouveauté, on nous l'a demandé beaucoup la semaine dernière, c'est vidéo pour tout le monde. C'est-à-dire qu'avant ils étaient là discrets, ils échangeaient, ils donnaient leur ressenti sur l'actualité du club. Là maintenant ils avancent à visage découvert. Alors je vous présente les deux rois des pronostics. Alors, on a d'abord Georges de la côte dunkerquoise qui avait brillamment commencé la série sur le premier match. Bonsoir Georges. Bonsoir. Bonsoir et bien. Bonsoir. Et on a Christophe qui a explosé les compteurs la semaine dernière. Non seulement il a trouvé la victoire du LOSC, le résultat, il a même cité les buteurs, à savoir Palois contre son camp et un but d'un attaquant du LOSC. Bon, il n'y a pas donné le nom, mais on lui donne ce crédit. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir François, bonsoir à tous. Très bien, merci. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez réagir sur plusieurs endroits sur Internet, le forum d'Alélo LOSC. Vous pouvez également réagir sur le chat de Twitch sur lequel vous regardez l'émission en live, et vous pouvez également réagir sur le groupe Facebook Allez le LOSC où on retransmet également l'émission en direct. Alors pour l'instant il y a un petit problème avec Facebook, mais bon c'est pas grave, je vais essayer de réaliser. Où on retransmettra plus exactement donc l'émission en direct dès qu'on aura réglé le problème, mais Arnaud s'y attache. Donc voilà, première partie, qu'est-ce que c'est que ce match Lille-Nantes? Lille-Nantes, 2-0 pour Lille. A priori, le résultat laisse présager d'une victoire facile, mais est-ce que vous avez trouvé les Lillois sereins face aux Canaries? Georges, je te laisse commencer le tour de table. En fait, je les ai trouvés d'abord très bons, mais force est de constater que pour la première fois depuis le match de Rennes, on s'est retrouvé face à une équipe qui jouait aussi. Et je voudrais rendre hommage vraiment à l'équipe de Nantes pour la prestation qu'elle a fournie. Parce que, pour preuve, je pense que c'est le premier match cette saison, on a vraiment vu Maignan briller sur sa ligne. Donc, ça veut bien dire qu'il y avait une opposition et ça nous change un petit peu des sempiternels blocs bas, des équipes qui viennent pour ne pas prendre de but. Nantes a eu des offensives et pas seulement quand ils étaient menés au score. Et malgré ça, je trouve que les Lillois ont bien géré le match. Il y a eu une vraie domination. Il y a eu pas mal de temps forts. Au bout du compte, donc la victoire est assez logique, mais ce qui la met un peu plus en relief et en perspective, c'est que, contrairement au match de Metz, de Reims et de Marseille, en face, il y avait une opposition, quoi. Christophe, comment tu as trouvé ces Nantais? Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Georges sur l'ensemble. Surpris non, pas forcément, parce que j'avais vu les matchs d'avant, même si contre Saint-Etienne, leur départ avait été plus compliqué, ils avaient fait une belle deuxième mi-temps. Là, à Lille, ça a été un petit peu l'inverse. Ils ont assuré une bonne partie de la première mi-temps en étant dangereux, effectivement, en mettant, comme disait Georges, Maignan en évidence, en nous mettant à mal. Après, c'est vrai que la deuxième mi-temps était beaucoup plus lilloise, même si on n'a pas eu forcément une domination du milieu de terrain comme on a pu l'avoir contre Marseille. On a été moins dominateur dans ce secteur du jeu, mais on s'est créé quand même sur la deuxième mi-temps les plus belles occasions, effectivement. Alors c'est un match qui est un peu serré.
si on regarde les statistiques, on s'aperçoit que c'est un match qui reflète pas du tout une victoire 2-0 du club qui reçoit à domicile. On a une possession de balle qui est à 57-43 pour le LOSC, on a 93 attaques pour le LOSC, on a 85 pour Nantes, on a 3 tirs cadrés pour Lille et 7 pour Nantes. 3 tirs non cadrés de chaque côté, on a 4 corners pour Lille, 7 pour Nantes. Donc il y a une vraie, finalement on a des statistiques qui se dirigeaient plus vers un match nul qu'une victoire 2-0. Comment vous analysez ça en fait? Vous avez vu ça au stade ou à la télé? Arnaud, tu veux réagir là-dessus? Oui, non, mais comme on dit les deux compères, là, franchement, Christophe et Georges ont bien résumé. Ça a été vraiment enfin, moi, je trouve que ça a été un très beau match. C'est que Nantes est une belle équipe aussi, ils jouent pas mal aussi. C'est vrai qu'on a été un peu plus dangereux qu'eux, heureusement, et puis il faut dire aussi qu'on a un Maignan qui est vraiment excellent depuis le début de saison, et une défense Botman Fonte, je le répète toutes les semaines, mais Botman Fonte, si ça continue comme ça, et heureusement, enfin, le mercato se finit le 5 octobre, faudrait pas en perdre un des deux, hein. Enfin, en tout cas pas Fonte en tout cas. Parce que ils sont quand même assez costauds, je trouve. Alors, l'homme du match, j'entendais Maignan tout à l'heure, homme du match, parce qu'il fait quand même quelques arrêts décisifs. Mais c'est l'homme du match, c'est Maignan ou c'est Palois? Christophe, toi qui es un spécialiste de Palois. Palois, il fait quand même 2 arrêts sur la ligne et bien sûr le but contre Saint-Ouen que tu avais prédit. Oui, mais je l'ai un petit peu chargé la semaine dernière, mais effectivement, ça a été un des points forts de son équipe, je trouve. Défensivement, il a quand même fait une bonne prestation. Bon, il est charrié un petit peu par tout le public en général, en tout cas dans la tribune où j'étais. Bon, il a un petit peu moqué tout le temps, mais il a assuré, je trouve quand même, il a fait une belle prestation. Dans l'ensemble, ça a été un des meilleurs. Voilà. Mais c'est une équipe qui est, je trouve, tactiquement très très au point. Gourcuff fait du bon boulot. C'est en général un match assez ouvert contre Lille. Ça donne souvent des belles rencontres. Offensivement, ils sont pas mal non plus. On n'a pas dominé le milieu de terrain, encore une fois. Ça a été peut-être le match le plus compliqué pour notre milieu de terrain, avec notamment Renato Sanchez qui n'a pas été au niveau de son match précédent, qui était, enfin voilà. Je pense que voilà, c'est sans doute un des plus beaux matchs, en tout cas au niveau de l'esprit entre ces deux équipes pour le milieu de terrain, tout ça. Enfin, voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne prestation, mais il nous a manqué un petit truc, voilà, au milieu de terrain pour conclure plus facilement et plus aisément nos attaques. Concrétiser en tout cas. Par rapport au match contre Metz, notamment, on s'aperçoit que pour faire un bon match, il faut souvent être 2. Et là, c'était le cas en l'occurrence. Georges? Ouais, vraiment. Je pense aussi. Bah oui, on en a beaucoup parlé. Devant, c'est très en mouvement. Nantes, ça a des temps assez rapides. C'est vrai qu'on a parlé de Fonte Botman, mais il a fallu gérer les pointes nantaises, ce qui n'était pas évident. Et ouais, voilà, je pense qu'en effet, quand il y a 2 équipes sur le terrain qui ont décidé toutes les 2 de jouer au ballon, ça rend forcément le match beaucoup plus intéressant. Mais pour le coup, je pense que ce qui a vraiment aussi été très déterminant, qui a beaucoup changé, je dirais, le match dans son déroulement, c'est la rentrée d'Ikoné. Je pense qu'après la rentrée d'Ikoné, il a amené une animation en termes offensifs qui a vraiment galvanisé l'équipe globalement. Je pense à l'enchaînement, l'action magnifique qui s'achève par le poteau de Bamba. Je pense aussi à son tir justement contré par Palois. Une fois qu'Ikoné était sur le terrain, on n'était plus du tout dans la même perspective de match en fait. C'est vrai qu'Ikoné fait une très bonne rentrée. Alors, il a certainement bénéficié aussi. Alors, David a été. Alors, je ne veux pas le charger, ce joueur, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on fait le même constat. Mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés, justement, par rapport à Palois, par exemple, qu'il a vraiment très bien pris. Et c'est vrai que quand Ikoné est rentré, il a trouvé tout de suite sa place en 9,5, juste derrière l'attaquant. Et il a été très efficace et presque décisif. Hein. Christophe, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Après, on a essayé d'adapter, j'ai l'impression, le système de jeu au niveau de l'attaque, en tout cas pour notre ami David. Mais
Ça a pas trop bien fonctionné. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre nos deux attaquants. Le milieu de terrain a eu du mal à le trouver. On sent que vraiment il y a un problème de confiance chez ce garçon. Les contrôles qui ratent. Enfin, on sent qu'il y a de la volonté, mais voilà. Je pense que la tête, là, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. Il faudrait vraiment qu'il marque absolument là. C'est peut-être la tête, c'est peut-être aussi le physique qui n'est pas encore tout à fait là. Mhm. Je le rappelais la semaine dernière, il n'a pas joué de match depuis le mois de mars, il n'avait pas fait des matchs de préparation avec la Gantoise, il s'est entraîné, mais l'entraînement ne remplace pas les matchs. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il s'insère dans le jeu lillois, ça peut être un peu compliqué pour lui. Mais bon, on va le soutenir, hein, notamment avec le magnifique drapeau qui est derrière toi, Christophe, hein, et que cette fois-ci, on parle depuis 3 semaines, mais que cette fois-ci, tout le monde, la France entière du foot lillois peut voir effectivement ce magnifique drapeau. Alors, par contre, sur les attaquants, Ilmaz a fait un match, je trouve, très intéressant. Alors, c'est pas parce qu'il marque le but sur penalty, un penalty d'ailleurs qu'il obtient lui-même, mais en permanence, il a pesé sur la défense. Comment vous voyez, est-ce que vous voyez une évolution chez ce joueur? Georges, je te vois opiner du chef. Ouais, très concrètement, très concrètement. Il y a autant, bon, je pense que pour David, faudra être patient. Autant, je pense que Yilmaz, ça arrive. Et sur ce match-là, c'est vrai qu'il marque sur penalty, mais pareil, l'enchaînement technique qui fait qu'il provoque la faute est juste limpide, quoi. Techniquement, on voit qu'il y a un toucher de ballon, qui est d'une propreté incroyable. Et puis, ouais, j'aime bien l'esprit, quoi. On sent le type, voilà, il y a de la niaque et en même temps, une vraie habileté technique, il y a de la roublardise dans son jeu, il y a tout ce qui fait un peu les composantes d'un attaquant moderne qui à la fois peut mettre à cran une défense sur sa capacité technique, sur son sens du placement, comme je dis, on l'avait vu à Marseille, où vraiment il a emmerdé la défense marseillaise jusqu'au bout, mais aussi des fois sur des petits trucs un petit peu moins... on va dire un petit peu moins fair-play, quoi. Mais ça fait aussi partie de la panoplie du joueur. Moi, j'aime bien ce genre de profil, quoi. Comme on dit souvent au bistrot, il va en emmerder souvent plus d'un. Mais c'est vrai qu'il a la panoplie de l'attaquant expérimenté, la roublardise, la puissance, et puis la technique. On l'a déjà vu faire plusieurs déviations dans les précédents matchs, et l'action qui amène le penalty, elle est remarquable. Hein. On voit bien un contrôle orienté, il passe au défenseur, et ensuite le défenseur n'a pas d'autre solution que de l'accrocher. Arnaud, qu'est-ce que tu penses d'Ilmaz? Est-ce que tu crois en ce joueur, hein? Oui, non, mais ça peut être que intéressant avec lui parce que c'est quand même un joueur. Ah non, moi j'appelle ça un renard des surfaces. Il est toujours à la limite du hors-jeu. Il titille les défenseurs et il peut apporter un plus. Et quand on regarde un peu le match, c'est vrai qu'on dit toujours oui, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Il y aura sûrement des personnes qui vont toujours râler en disant il est hors-jeu, il est hors-jeu, il est souvent hors-jeu. Oui, mais quand ça passe et qu'il est pas hors-jeu, on voit le danger tout de suite. Là, sur le match contre Nantes, on l'a vu à la limite du hors-jeu. Il est arrivé dans la surface, fauché, penalty. Ça apporte un danger. Après, on verra par la suite. C'est quand même un grand buteur. Il a quand même marqué dans tous les grands clubs turcs durant toute sa carrière. On voit quand même qu'il a de la bouteille, qu'il a de l'envie. Il n'est pas venu ici pour récupérer un chèque et puis partir. Franchement, c'est quand même un bon joueur. Je pense qu'il va nous apporter beaucoup et même peut-être encore plus en Coupe d'Europe. Parce que comme c'est un ancien, il a l'habitude de jouer les Coupes d'Europe aussi. On verra bien ce qu'il va donner, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors, on a déjà des premières réactions sur le chat de Twitch. Alors, on a le retour de Montpulco59, hein, qui lui aussi devient un habitué et qui nous dit que David est à la rue physiquement, beaucoup de rythme en Ligue 1 et les joueurs qui arrivent sont souvent surpris par l'aspect physique de la Ligue 1. Donc pour lui, il est confiant, il pense que ça va venir dans quelques matchs. On a Tomko qui nous dit Ilmaz, il lui manque juste un peu de vitesse. Il regrette, il confirme effectivement, il voit la technique, mais il craint en fait qu'il manque de vitesse. Et par contre, il constate que beaucoup moins de hors-jeu contre Nantes. Et enfin, on a un troisième intervenant c'est Rico 6231, qui, si je me trompe pas, était également là la semaine dernière, qui nous dit que les hors-jeux sont souvent des réglages avec ceux qui doivent faire des passes et que, a priori, dans les prochains matchs, ça devrait aller.
en s'améliorant. Donc, je crois que ça rejoint un peu nos différents commentaires. Sur l'attaque lilloise, pour aller finalement, pour conclure avec l'attaque lilloise, moi, il y a quelque chose qui m'a plu dans ce match. J'ai l'impression que Christophe Galtier a trouvé une assise offensive avec deux joueurs sur les côtés qui ont été plutôt corrects. Bamba fait encore une fois un très bon match à la fois défensivement et offensivement. Arroyo a fait un match plus que correct. Donc on a vraiment deux pointes sur les côtés. Et avec finalement Yilmaz au centre et un joueur de soutien qui soit David ou Ikoné, j'ai trouvé l'organisation offensive qui était plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Christophe ? Oui, je suis assez d'accord avec toi. Bamba, comme depuis les deux derniers matchs, je le trouve vraiment au niveau. Il commence la saison là en fait. Voilà. Après, Ikoné ou Araujo, Ikoné rentre bien. Araujo, bah toujours pareil. Hein. Il y a tellement de déchets, mais aussi beaucoup d'envie, donc on peut pas lui reprocher grand-chose. Vraiment, c'est vrai que le système a plutôt bien fonctionné. Donc, du réglage, comme tout le monde le disait depuis tout à l'heure, du réglage, du travail. Et je voulais revenir sur ce qui a été dit juste avant par un des intervenants. Je trouve que Ilma, c'est pas un problème de vitesse, je crois pas. Moi, je le trouve justement plutôt pour quelqu'un. J'étais un peu inquiet quand je l'ai vu signer. Je trouve que physiquement, déjà, il est au point, contrairement à Jonathan David. Ouais, après, la vitesse, moi, je trouve que plutôt pas mal dans ce point-là. Après, on a souvent tellement affaire à des équipes qui viennent pour défendre que je le vois pas partir et faire 30 mètres à la Mbappé tout seul devant en 30 secondes, quoi. Voilà, donc c'est pas son jeu, c'est pas son style, c'est pas notre style non plus. Donc voilà, je suis pas inquiet là-dessus. Mais oui, plutôt de bonnes choses devant. Georges, Ouais, non, tu pareil. as vu le même match que nous ? Ouais, vraiment. Autant, Bamba, depuis le début de la saison, je pense qu'il y a très peu de déchets. Après, c'est vrai qu'Araujo, on l'a vu, il a fallu le sortir quand même. Il y a cette difficulté à faire l'intégralité d'un match, parce qu'il, je sais pas, il donne beaucoup. Mais ça, c'est depuis toujours. Hein. Je me souviens, dès le début de la saison, quand il jouait 90 minutes, il finissait cramé. Donc, ce qui est intéressant, c'est la rotation, la complémentarité aussi du banc. La petite rentrée, l'air de rien aussi, de Liadj, le jeune prodige marseillais, qui a su faire preuve de présence, qui a peut-être pas été déterminant sur le match, mais qui a montré aussi des choses intéressantes. Je pense que tout ça c'est intéressant justement parce que on va bientôt arriver au moment du turnover nécessaire, quoi, des matchs qui vont s'enchaîner entre l'Europe et le championnat. Donc c'est rassurant finalement voir tous ces gens sur le pont et se dire que ça converge vers quelque chose qui peut être très intéressant, quoi, de ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'après, il va y avoir un enchaînement assez lourd de matchs. Et je me souviens de quelques saisons, on a payé des fois le manque de profondeur de banc. Il y a eu des saisons compliquées avec ça. C'est vrai que le banc paraît bien fourni. Quand on voit les joueurs qui rentrent pendant le match, on a Liadj, on a parlé tout à l'heure, on a Xeka, on a Soumaré, on a Yazice, on a Ikoné. Ce sont 5 joueurs qui peuvent être titulaires dans quasiment n'importe quelle équipe en Ligue 1. Enfin, c'est intéressant pour la suite du calendrier, entre guillemets. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est vrai qu'on a un bon banc cette année. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien dans la continuité. Faut juste espérer qu'une chose, c'est qu'on soit pas touché déjà par le Covid, déjà d'une part, et qu'il y ait des blessures derrière. Si on tient comme ça, déjà pour le début de la Coupe d'Europe, ça peut être intéressant. Là, on aura le derby là, dans 15 jours, dans 15 jours, on va dire. Déjà là, ça va être bien parce qu'on n'a pas la Coupe d'Europe pendant le derby, en période de derby. Donc on aura le temps de bien se chauffer, on va dire, et de voir un peu ce qu'il en est pour la Coupe d'Europe par la suite. Non, mais c'est bien, c'est un bon banc. Alors, on a parlé de l'animation offensive, l'animation défensive. Alors, on a eu peut-être un peu plus de soucis face à Nantes, mais c'est peut-être aussi lié à la qualité des Nantais. Mais comment vous avez trouvé, par exemple, la paire au centre, Sanchez et André, comment vous les avez trouvés vendredi soir ? Christophe ?
Oui. Sanchez, plus compliqué. D'habitude. Alors peut-être que c'est un petit trou physique. Il était titulaire. Enfin, voilà. Je l'ai trouvé moins percutant. Beaucoup de transitions un peu lentes. On a encore raté des coups, je pense, dû à ça. Il a manqué de soudaineté dans son jeu. Il manque quelque chose. On sent que physiquement, il n'est pas encore là. La préparation était peut-être un petit peu compliquée. Voilà. Après, André, comme d'habitude, hein, de toute façon. Quand toutes les semaines, on dit la même chose, valeur sûre, valeur sûre, valeur sûre. Donc, et si la défense centrale, encore une fois, s'en sort aussi bien sur ce début de championnat, je pense qu'André devant, qui redescend beaucoup, qui vient couvrir pas mal d'espace aussi, nous coupe pas mal de choses au milieu de terrain et donc protège un petit peu nos défenseurs. Donc voilà, en gros, un des points forts de notre équipe, vraiment, ce André. Alors la défense centrale fait aussi un match, alors peut-être un peu moins flamboyante que d'habitude. Alors c'est histoire de dire un peu de mal de Botman de temps en temps, parce qu'on n'arrête pas d'être complètement dithyrambique sur ses qualités, et on l'a déjà vanté maintes fois. Là, on l'a senti un petit peu plus en difficulté, même si on termine quand même par un clean sheet. Hein, donc, mais comment vous les avez trouvés, nos deux compères de la défense centrale? Genre, je te vois, Ouais, je te non, vois non, bouger. Bah, ouais, des fois sur des phases d'accélération de Fulgurance Nantes, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais je trouve qu'ils ont bien géré quand même. C'est-à-dire que, évidemment, Fonte, c'est plus la vélocité d'un gamin de 20 ans. Donc, face à lui, il y avait quand même des gens qui couraient, qui gambadaient. On a senti des moments où ça pouvait être au bord de la rupture, mais ça n'a jamais rompu. Donc, il y a même un moment pour couper court, c'était un petit peu la truande, c'était le métier qui compensait. Et ouais, au final, alors cette fois-ci, le clean sheet, on peut aussi en attribuer une part à Maignan, parce que c'est quand même 2 arrêts magnifiques, donc c'est peut-être la compensation du truc. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était resté solide, quoi, même si euh, les joueurs nantais, ils ont un petit peu plus contrarié que les adversaires précédents. Euh, je veux dire, bon, parce que j'évoque, la difficulté, c'est vraiment pour chercher la petite bête et faire la fine bouche, parce que c'est quand même resté solide, mais peut-être moins impressionnant, je veux dire, que ça l'a été contre Marseille, contre Reims, surtout contre Reims, où vraiment, ils ont donné une leçon de défense qui était absolument exceptionnelle, quoi. Donc, si on résume, Botman n'était pas forcément Superman ce soir, c'était plutôt McMahon qui faisait office de super-héros. Christophe? Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et on a vu, en tout cas en première mi-temps, j'avais la chance d'être au stade pour une fois. Je les ai bien vus, j'ai bien pu les observer. Les relances essentiellement passent par lui. Il y a eu quand même pas mal de déchets. On a beaucoup de relances longues cette année. Ça fait déjà deux matchs de suite où on peut s'apercevoir que voilà, le jeu long, il le développe pas mal. Et beaucoup de déchets. Par contre, cette fois, de Botman. Fonte ne prend quasiment pas de risque sur ces points-là. Il donne beaucoup de ballons à Botman et voilà. Donc, beaucoup de petites erreurs comme ça qui auraient pu également. Parce qu'il cherche systématiquement Yilmaz sur ces ballons longs. Et ça a été plus compliqué sur ce match. Alors, je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission sur le chat du compte Twitch. Vous pouvez également le faire sur le Facebook du groupe Allez les LOSC qui fonctionne. Je viens de vérifier. On a Mande Pulco qui nous dit que si on arrive à garder cet effectif, on peut faire un beau parcours en Coupe d'Europe. On a vraiment un effectif complet et qui nous dit que Botman va rejoindre un peu notre analyse. Il était un peu en dessous par rapport à ses matchs précédents. On a Jim Brissell qui nous dit que si on perd Fontman, en fait, j'ai fait une synthèse des deux, un excellent joueur de 25 ans, qui fait la moyenne. Donc, si on perd Fonte ou Botman, la défense ne serait plus la même. Et on a Rico 62-31 qui nous dit ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de lacune. L'an dernier, c'était compliqué pour les latéraux. Cette année, c'est bien meilleur. Justement, les latéraux, comment vous les avez trouvés? Est-ce que leur match, justement, illustre pas le regain d'animation offensive qu'on a eu, même s'il y avait cet adversaire qui était vraiment de qualité en face? Georges, Oui.
Oui, oui, il y a, ne serait-ce que le premier but, il est quand même inhérent à la pugnacité de Selic qui va arracher un ballon. Enfin, il y a une déviation de la fond. C'est un ballon qu'on peut penser partir en corner et il y a Selic qui va s'arracher et qui amène le centre qui conduit au premier but. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Selic. J'ai trouvé enfin, je pense qu'il a dû finir sur les rotules parce que réellement, je l'ai vu se transcender. Il a été pareil de l'autre côté. Bradaric, je trouve que autant au début de saison, on en avait parlé, c'était pas ça. Bon, on sent que c'est plus le joueur de couloir que le défenseur type, mais voilà quoi. Il y a du mieux aussi à ce niveau-là en fait. Christophe, Oui, comment je suis tu as assez trouvé d'accord. Le match de oui, Selic, sérieux, sérieux. On l'avait déjà vu sur son entrée. Après, on peut pas en vouloir à Jérémy Pied quand il est là sur le terrain, il fait le job, hein, mais bon voilà, on voit que physiquement c'est plus compliqué pour lui. Donc systématiquement les montées, les couvertures aussi, parce qu'on parle de Fonté, bon il commence à être un petit peu âgé aussi, donc il a plus forcément la rapidité, donc Selic couvre pas mal aussi. Après, de l'autre côté, Bradaric, comme disait Georges, hein, offensivement c'est top. Les montées sur son couloir. Par contre, défensivement, j'ai toujours préféré notre ami Ronaldo, mais bon, voilà, après, on peut pas avoir les deux, hein, donc sur le terrain, sinon ça va poser problème quand même. Oui, voilà, enfin, plutôt un match sérieux de nos deux latéraux cette semaine. Arnaud, est-ce que tu veux conclure ce tour de l'équipe? Bah, quasiment tout a été dit, hein. C'est vrai que Zelic il s'est donné à fond et comme a dit Georges, je pense qu'il est resté sur les rotules à la fin du match. Et Bradaric, c'est monsieur centre, en fin de compte, et il fait des centres à tout va, et c'est vrai que il les centre bien. Au début, c'est vrai que l'année dernière, ça avait du mal, mais cette année, les centres arrivent bien. Et je pense que si, à un moment donné, les attaquants sont trouvés avec la tête, ça peut aller bien. Ça peut être pas mal aussi. Non, mais je pense que ça a été bien détaillé. Et comme je dis, je touche du bois, pourvu que ça dure. Pourvu qu'on n'a pas de blessés et on peut aller loin. Je pense qu'on peut aller très très loin si on fait pas de bêtises. Bon, en tout cas, vendredi soir, un match très intéressant avec un adversaire de qualité qui est pas du tout à sa place au classement de la Liga, hein, et qui devrait normalement remonter dans les prochains matchs. On a reconnu finalement la patte de Christian Gourcuff en tant qu'entraîneur, qui prône souvent un jeu de qualité. Et on a eu une belle confrontation finalement tactique entre l'équipe de Christophe Galtier et l'équipe de Christian Gourcuff. Et je pense que le score de 2-0 finalement peut paraître un peu flatteur vu les circonstances du match. Je crois que si, par exemple, Maignan n'avait pas eu ses arrêts à des instants déterminants, il n'est pas sûr qu'on soit reparti avec la petite pochette pleine des 3 points. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match Lille-Nantes? Non? On a fait le tour? Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. La deuxième partie de l'émission, en fait, c'est un sondage que nous avons fait sur le forum d'Allez-le-LOSC. Vous savez que la jauge pour les événements sportifs est passée depuis samedi, donc à 1000 personnes. D'ailleurs, le match Lille-Nantes, la présence des supporters a été sauvée in extremis par le temps que le gouvernement a mis pour appliquer ces mesures. Donc, on a une jauge à 1000 personnes pour les matchs de Ligue 1. Et la mesure vaut pour les 15 prochains jours. Nous avons dans 3 semaines un match qui s'appelle le Derby. Qu'est-ce que vous pensez de cette jauge? Est-ce que vous pensez qu'elle est justifiée? Qui veut commencer? Arnaud? Oui, alors est-ce que c'est justifié? Bah, il y a plein de questions, on va dire, hein. C'est vrai qu'un stade de 50 000 personnes, si on dit 1000 places, on peut dire oui. C'est peu, c'est pas beaucoup. C'est vrai que des clubs de Ligue 2 ont 1000 places aussi, ou 5000 places, alors qu'ils ont un stade de 7 ou 8000 places. On peut dire tout ce qu'on veut. Après, je pense que ils respectent les consignes du préfet.
c'est le préfet qui doit dire ce qui doit être fait, ou même le ministre des Sports qui doit indiquer aussi, peut-être que pour des stades plus grands comme à Marseille, comme à Paris, comme à Saint-Étienne ou à Lille, c'est des stades qui sont sécurisés, qui ont de la place. C'est vrai que pour l'instant on n'utilise même pas le premier étage, donc on pourrait mettre aussi encore plus de monde à l'étage. Pourquoi ils le font pas? Après, moi, je ne suis pas médecin, je peux pas non plus dire si c'est dangereux ou pas. C'est vrai qu'il y a les entrées aussi, mais je pense qu'on pourrait peut-être filtrer un peu mieux les entrées et indiquer et respecter bien les consignes de distanciation sociale, comme on dit. Il y a une possibilité de faire quelque chose, mais non, si ça veut pas être fait, bah tant pis, hein, on va jouer le derby à 1000 personnes ou à huis clos, hein. Mais bon. Alors, le sujet déchaîne les passions sur le chat du compte Twitch de l'émission. On a Rico qui nous dit que c'est une question conflictuelle. Alors, on sait, on aime les défis hein, dans le bistrot d'Alélos, on n'élude pas les sujets polémiques. Hein, donc, on y va de front. Et KH Losk qui nous dit que la jauge n'est pas justifiée au regard de la capacité du stade. Alors, c'est ce que tu disais à l'instant, Arnaud. Alors, Christophe, tu nous disais que tu étais au match contre Nantes. Hein. Comment tu as trouvé finalement l'application de la jauge avec 5000 spectateurs? Alors, c'était une grosse frustration. Vraiment une frustration. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un match de Coupe de la Ligue. Vous savez, les matchs où on n'ouvre que le rez-de-chaussée, le reste du stade n'est pas ouvert, mais en plus là, avec le peu de personnes, 5000 dans ce grand stade, enfin vraiment une frustration totale. Alors, si c'est pour faire le derby dans ces conditions, ouais, non, moi personnellement, j'ai pas envie. Après, il y a les raisons sanitaires, mais ça se comprend. C'est plus important certainement qu'un match de foot contre Lens. On est tellement frustré de ne pas avoir ce derby depuis tellement longtemps que là, il arrive et on pourra sans doute pas le voir, ou en tout cas être très peu nombreux dans le stade. Mais après, faire une différence entre le stade de Lille, le stade d'Angers, Saint-Étienne, faire une différence de traitement entre ces clubs qui ont des moyens supérieurs à certains pour avoir un équipement sportif comme le nôtre, et Angers, je ne connais pas la capacité de ce stade, mais je cite Angers, je pourrais en citer d'autres, Lorient ou autres, voilà, je pense qu'on peut pas faire ça. Voilà, aller avec ses supporters, avec un COP complet à Lyon, c'est une envie. Le COP lyonnais fait 6500 personnes, alors c'est ingérable. Je ne pense pas qu'on peut faire des différences de traitement entre les différentes équipes. Alors, est-ce que tu as trouvé que les supporters présents respectaient la distanciation, les gestes barrières, le port du masque? Comment tu as vu cela des tribunes? Clairement, oui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une file d'attente en entrant au stade parce que 5000 sur la totalité, même si on était en gros que sur la tribune nord, la tribune sud et puis là on va appeler ça l'honneur, c'était pas fluide du tout parce qu'il y a eu vraiment des contrôles comme on peut l'avoir d'habitude. J'allais dire la surveillance, c'est pas le mot qui convient, mais on était vraiment remis en place et on baissait ne serait-ce qu'un petit peu le masque pour pouvoir respirer un petit peu ou enlever la buée des lunettes parce que c'est des choses qui arrivent fréquemment avec le masque. Et les gens étaient respectueux justement de cette règle. Je n'ai pas en tête un moment où j'ai pu croiser un supporter sans masque dans le stade, ça j'en ai pas vu aucun, qui le mettait mal en tout cas. Voilà, ça a pu arriver au bout de 40 minutes dans la fin de la mi-temps. Forcément, on a tendance à le baisser un petit peu, moi le premier. Hein, donc, et tout de suite, les stadiers venaient nous voir et nous demandaient de façon respectueuse, et nous également respectueux vis-à-vis de la règle, on remettait tout ça en place. Et voilà, et je me suis pas vraiment senti, je vais pas dire en danger, mais confronté au moindre problème de distanciation, choses comme ça. Mais bon, et assister à un match dans des conditions comme ça, sincèrement, j'ai pris aucun plaisir, en termes d'ambiance en tout cas. Hein. Alors, Georges, pour toi, une jauge, que ce soit 1000 ou 5000 pour un stade comme celui de Lille, est-ce que c'est la même chose que on citait Angers tout à l'heure? Alors, Angers qui a un stade de 18 752 spectateurs, nous précise sur le chat. Okay. Est-ce que... on a toutes les infos qu'il faut dans le bistrot d'Alélos. Comment tu trouves justement? Est-ce qu'il faut raisonner en pourcentage? Il faut raisonner en nombre? Alors,
Je voudrais répondre à ça en amenant une autre information que j'ai eue aujourd'hui. Vous savez qu'ici, j'habite Grandfort, il y a un club qui s'appelle le BCM, juste à côté, Gravelines, qui a un match ce soir face à Limoges. Et il y a une jauge de 1500 personnes dans un stade, une salle qui a une contenance d'à peu près 3000. C'est-à-dire qu'il va y avoir un remplissage à 50% du stade. Et qui connaît un peu le Sportica, c'est que c'est très concentré. Il y a des accès qui sont pas les mêmes, c'est-à-dire que tout le monde rentre par les mêmes portes. Voilà. Et au final, en plus, c'est un sport qui se déroule en intérieur, donc avec un risque plus important et sachant aussi que pour le coup, au niveau préfectoral, Dunkerque, la région de Dunkerque est sur le point de passer en rouge. Donc, ouais, ça m'interroge. 1000 personnes au grand stade avec des évacuations possibles tout autour du stade. Et de l'autre côté, 1500 personnes, c'est-à-dire un remplissage de 50%, dans ce qui est vraiment une poche, je sais pas. Moi, alors, sans doute qu'on me donnera des explications très rationnelles à ça. En tout cas, moi, ça me laisse dubitatif, quoi, parce que j'ai du mal à imaginer qu'il ne soit pas possible. Alors, j'ai entendu l'argument, manifestement, le problème n'est pas propre au déroulement du match lui-même, mais plus au temps d'entrée et de sortie, de gens qui se croisent sur le parvis. Je ne suis pas persuadé que dans le métro de Lille, ce soit pas moins dangereux aux heures de pointe, quoi. Voilà. C'est ce qui me questionne. Maintenant, je ne suis pas non plus spécialiste. Je ne vais surtout pas avoir. C'est vraiment des questions que je me pose, quoi. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de juger du bien fondé des mesures de Non. distanciation, du Covid. On est bien d'accord, hein. On respecte ce qui est décidé. Simplement, c'est vrai que c'est d'échanger sur ce resserrement de la jauge qui, par rapport à la taille du stade, paraît une mesure, enfin, qui peut paraître sévère au vu du spectateur lambda. Bon, on était présent. Alors, Georges, je crois que tu étais à la télévision vendredi soir, mais Christophe était présent au stade. Moi, j'étais présent au match sur l'esplanade avec 5000 personnes. Personne se marche dessus, hein. Les entrées sont fluides, les sorties sont fluides. Il y a pas énormément de risques. Alors, pourquoi passer à 1000 Et c'est vrai qu'au début de la jauge à 5000, on regrettait qu'on n'ait pas un raisonnement en pourcentage, 20%, 25%, 30%, ce qui pourrait être effectivement une solution parce que plus le stade est grand, plus les accès sont proportionnés finalement. Donc on pourrait éventuellement gérer ça. Alors le gouvernement a décidé une jauge à 5000, c'était beaucoup plus simple pour lui. Et dans un souci de décentralisation, il a confié le pouvoir de dérogation au préfet de département. Sauf que le préfet de département, il n'y en a pas un qui va dire je suis pour une jauge supérieure parce qu'il va prendre le risque en cas de cluster, il va tout se prendre sur la figure. Le seul qui, pour l'instant, a donné son autorisation, à ma connaissance, c'est le préfet de Corse qui a autorisé 6 ou 7 000 personnes au Stade Furiani pour un match de national. Le Stade Furiani qui doit faire 10 ou 12 000 personnes. Donc on est dans un cadre qui est anecdotique. Alors si la jauge reste à 1000 pour le derby, comment vous voyez ça? Le LOSC doit-il prioriser en tribune? Christophe? Oh, de toute façon, en général, moi j'ai eu beaucoup de mal pour avoir des places, hein. Donc, sans passer déjà par une association de supporters, je pense que ça va être très très compliqué. En tant qu'indépendant, c'était pas possible de toute façon déjà pour Nantes. Donc là, le derby, à part à la télé, voilà, je vois pas comment je pourrais faire. Après, prioriser, je sais pas. Je vois qu'à Roland-Garros, a priori, ils ont tiré au sort sur ceux qui étaient présents pour cette première journée. Alors pourquoi pas sur les abonnés présents. Après, on va dire, bah oui, mais le stade de Lille, sans les DVE, sans les COP, c'est compliqué. Donc, une solution, sincèrement, je sais pas. Là, je peux pas te répondre. Alors, et si la solution, c'est justement qu'il n'y en avait pas, Georges,
est-ce que tu penses pas qu'avec 1000 personnes, alors je rappelle, c'est pas 1000 spectateurs dans le stade, c'est 1000 personnes présentes dans le stade. Ça inclut les joueurs, l'équipe technique, la presse, ça inclut la sécurité s'il y a une sécurité pour accueillir du public. Ça veut dire qu'au final, sur une jauge à 1000, il y aura peut-être 500 à 600 supporters. Est-ce que vous ne craignez pas que dans le cas de cette jauge à 1000, le LOS prenne la décision, une décision identique à celle de Marseille, c'est-à-dire faire le match à huis clos? Ouais, si j'ai bien compris, je pense qu'en plus, en termes de coûts, remplir, c'est ce qu'ont expliqué les jauges à 1000, en termes de besoin de personnel d'accueil, c'est presque à perte, si j'ai bien compris. Donc, après, en termes d'ambiance, enfin, le club a su donner à 5000, donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est vrai que est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable? Je trouve ça un peu terrible, d'autant plus que c'est vrai que les derbies, je voulais un petit peu rebondir sur l'aspect sportif, mais les derbies, tous les derniers vécus avaient ce côté un petit peu frustrant du fait que c'était des derbies en termes purement sportifs où finalement le rapport de force était très éparse. Les dernières fois que Lens est venu, c'était avec des équipes moribondes qu'on battait assez facilement. Et là, je veux dire, sur ce derby, il y avait quand même un esprit neuf, c'est-à-dire que les Lensois tournent pas trop mal en début de saison. Même si je pense qu'on a une équipe supérieure, ça donnait quand même un match déjà sur le terrain sur lequel on pouvait retrouver une espèce d'engagement, d'esprit des derbies d'antan. Et ça, malgré tout, un stade plein, c'était la cerise sur le gâteau. Évidemment, on est loin du... mais voilà, donc il y a déjà cet aspect-là. Finalement, quoi qu'il arrive, ce match va se dérouler dans un stade au mieux clairsemé. Parce que bon, c'est vrai que les choses évoluent assez vite. D'ici 3 semaines, on ne sait pas où on en sera, mais une chose est claire, c'est que au mieux, ce qu'on peut espérer, si j'y crois à peine, c'est éventuellement un retour à 5000 si dans les 3 semaines, on va vers le mieux. Mais je pense que malheureusement, on se dirige tout droit vers un stade quasiment vide et accueillir 600 supporters, je ne sais pas si en termes de coût, c'est une opération intéressante pour le LOSC. C'est vrai que dans ces conditions, il y aurait quasiment autant de stadiers que de supporters et que le coût de la sécurité, rien que ça, justifierait finalement le passage à huis clos. Alors on a sur le chat, on a Rico6231 qui nous dit « tous dans les bistrots ». Alors sauf que c'est KHLOS qui lui souligne qu'ils ferment tous à 22h. Donc ça veut dire aujourd'hui, on ne pourra pas voir le match au stade, on ne pourra pas le voir dans les bistrots. Quasiment personne n'est abonné à la chaîne Téléfoot. Donc ça veut dire qu'il faudra retourner à la radio. Arnaud. Qui sait, on va peut-être mettre notre émission à l'honneur. On va peut-être faire le match en direct à nous quatre. Voilà. Donc on pourra faire notre match comme ça directement. Ça peut être pas mal. Non, mais bon. Après, plus sérieusement, c'est vrai que comme disait Georges, c'est vrai que c'est encore dans 3 semaines. Et si je me trompe pas, la décision de repasser à 1000, c'est jusqu'au 4 octobre, c'est pas ça? C'est pas 15 jours? Ouais, c'est 15 jours, après, on verra bien. Il y a une nouvelle décision qui aura lieu une semaine avant le derby. Donc, oui. Mais comme le disait, je crois que c'était Georges qui parlait de ça, en 15 jours, l'évolution de la maladie risque d'être, encore pas forcément positive. Et dans ce cas-là, on peut s'attendre à une prolongation. Alors, prolongation, ça pose aussi un sujet parce que vous savez ce qui se passe vendredi à 13h. Oui, le tirage au sort de l'Europa League. Le tirage au sort de l'Europa League. Et justement, qu'est-ce qui va se passer avec l'Europa League? Parce que tirage au sort, ça veut dire que les matchs arrivent d'ici la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, au tour préliminaire, l'UEFA avait prononcé un huis clos pour l'ensemble des matchs. Elle ne s'est pas encore prononcée à ma connaissance, mais je compte sur nos amis du chat du bistrot d'Alelos pour nous dire le contraire s'ils ont l'information. Ils n'ont pas encore annoncé, mais on pourrait se diriger aussi vers un huis clos. Alors ça veut dire tout ça pour ça, une qualification en Coupe d'Europe pour ne rien voir, ce serait vraiment dommage. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe?
Ah bah, pour moi, déjà, l'Europe, c'est les déplacements. Donc, si on nous enlève ça, enfin voilà, il va manquer quelque chose cette année et il va nous manquer beaucoup de football en tout cas, découvrir des ambiances. Enfin voilà, c'est ça un déplacement, c'est ça l'Europe. Voilà, c'est se taper des heures de bus, découvrir un stade olé olé quand on va dans des pays. Enfin, je sais pas, la Lituanie ou je ne sais quoi. Je sais pas à quoi s'attendre cette année, mais Les stades olé olé, c'est en Espagne. enfin, voilà, moi c'est ça qui va me manquer. Après, qu'on fasse un beau parcours, oui, si c'est pour être éliminé en huitième de finale et pas pouvoir faire un déplacement. Voilà, dommage quoi, dommage et encore une fois une saison bizarre. La compétition perdra de sa saveur. Georges, tu en penses quoi? Bah, pareil, je pense que Coupe d'Europe, moi, c'est le souvenir d'avoir pu découvrir Anfield, club, enfin, stade mythique, voilà, des moments merveilleux où même si on est éliminé, on sort des étoiles plein les yeux. Et là, bah ouais, on regardera la télé ou on essaiera ouais, de s'abonner. Je sais même pas quelle chaîne diffuse l'Europe, donc enfin, si c'est la chaîne fantôme qui est la même pour gérer la Ligue 1, voilà, ça va être un peu pénible et enfin vraiment pas gâté quoi. Donc ouais, bah moi je la regarderai à la télé en tout cas. Donc faire se peut en Alors, espérant que faute d'ambiance, faute de voyage, on ait du jeu quoi. Montpulco nous fait remarquer sur le chat qu'il n'en peut plus des commentateurs téléfoot. Alors ça permet de rebondir sur cette notion de chaîne photo. Alors ça me permet de dire on peut suivre les matchs à la radio ou on pourra les suivre sur le net avec l'initiative de nos camarades Hervé Vogue et Jean-Pierre Mortagne qui commandent tous les matchs du LOSC en direct sur Facebook. Donc Jean-Pierre Mortagne et Hervé Vogue qu'on salue au passage. Donc on a aussi alors Rico 6231 qui nous dit que c'est une raison finalement pour passer le tour de poule parce que ça permettrait de se qualifier pour les tours suivants au printemps et qu'à ce moment-là, on pourra peut-être, enfin, on espère, aller voir des matchs de football en nombre et à travers l'Europe. Hein. Et puis Montpulco qui nous dit, et on voit que c'est un connaisseur, l'Europe, c'est le Rhum à 6 heures du matin dans le bus et ça sent le vécu. En tout cas, on lui confirme que ça fait partie des plaisirs du supporter, mais que bien sûr qu'il faut boire avec modération, parce que l'important dans un déplacement européen, c'est de voir le match. Donc le Rhum à 6 heures du matin, c'est bien, mais il vaut mieux arrêter à 10 heures. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet, donc sur cette jauge. Donc, oui. Ouais, une aparté, parce que je revenais quand même, c'est vrai qu'on a abordé téléfoot. Je me souviens, pour anecdote, que quand ils ont pris le marché en début de saison, il y avait de leur part l'idée de dire on va surtout aussi essayer de lutter contre le streaming. Alors, en proposant les tarifs qu'ils proposent et en diffusant avec parcimonie aux différents distributeurs la possibilité de diffuser les matchs, je trouve que l'entrée en matière, elle est super efficace, quoi. Enfin, en gros, allez-y, faites du streaming si vous voulez voir le match. Je trouve que de ce point de vue-là, j'ai pas bien compris leur com ni leur stratégie. On jugera, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouts. Donc on verra ça en fin de saison et on fera le bilan effectivement de Téléfoot et voir qu'est-ce qu'ils ont pu amener. Pour l'instant, ils ont amené de la monnaie sonnante et trébuchante, donc des droits télé en hausse. Mais c'est vrai que sur les premiers retours, l'expérience télévisuelle ne paraît pas pour l'instant extrêmement probante. Ouais, nous verrons donc en fin de saison. Il est temps de passer à la troisième et à la dernière partie de l'émission, qui est traditionnellement réservée au prochain match du LOSC. Donc, prochain match du LOSC, le week-end prochain, Strasbourg-Lille. Alors, Strasbourg-Lille, on a titré ça « Pas de pause à la méno ». Strasbourg-Lille, Strasbourg mal placé, 18e du classement, 4 défaites, une victoire. Alors une victoire en plus contre Dijon à 1-0. Je crois que Dijon, à mon avis, ça sera la victime idéale durant cette saison. Donc ne pas perdre à la méno, continuer sur la lancée. Comment vous voyez ce match ? Qui veut commencer ? Christophe, je te sens extrêmement motivé par l'histoire strasbourgeoise. Par Strasbourg, oui, oui. Alors, effectivement, motivé par Strasbourg, j'ai l'impression que je suis même plus motivé que les Strasbourgeois. Donc, quand on voit leur match, d'ailleurs, j'en ai pas vu un seul parce que ça donne pas vraiment envie. Mais quand on voit les scores là, j'ai noté un 3-1 à Lorient, Nice qui les bat 2-0. Enfin, alors moi, il y a une chose qui m'inquiète, c'est que ils
Lille et juste derrière, ils reçoivent Lyon. Donc, je m'attends pas forcément à un match à la nantaise avec du jeu. Je vois un bon petit bus, voire deux bus dans la surface. Je suis très très inquiet. Très inquiet en tout cas pour le jeu et le football. Voilà, j'espère qu'on marquera un petit but à l'arraché, hein. Voilà, je pense que ça va être un match compliqué à suivre aussi. Voilà, je pense pas qu'on va prendre beaucoup de plaisir devant ce match. J'y crois pas en tout cas. Georges, tu as le même Bah, avis? ouais, à peu près. Si ce n'est que, bon, peut-être, je ne veux pas me faire l'avocat des Strasbourgeois, je pense mais ils ont eu, pour le coup, pas mal de cas de Covid. Je crois que l'équipe a été particulièrement impactée. Je me demande si le club a pété un cluster à lui tout seul. Et bon, peut-être qu'ils s'en sont un peu mal remis, parce que je trouve que justement, les années précédentes, Strasbourg, c'était plutôt intéressant à suivre. C'était physique, engagé. Je me souviens de quelques belles soirées à la Méno. En plus, eux, pour le coup, ils perdent un public qui est un public particulièrement virulent. Mais c'est vrai que cette année, force est d'admettre que malgré tout ça, c'est pas flamboyant et ça le sera sûrement pas d'ici la fin de la semaine. Donc oui, je pense aussi qu'on va de nouveau affronter une équipe qui va jouer pour ne pas perdre. Et ouais, c'est ça. Il y a un bus à craindre. Je pense qu'on risque de retrouver cette espèce de match en guerre de tranchées où enfin voilà, il va falloir que les joueurs offensifs se déploient dans une forêt alsacienne. Donc, je pense que le match de ce point de vue-là sera peut-être pas de l'ordre de ce qu'on a vu contre Nantes, mais ouais, plus un fort à l'amour, quoi. Alors, vous parlez tous les deux de bus éventuels mis à notre disposition par Strasbourg. Pourtant, les statistiques peut-être pas en cette faveur, même si la défense ne manque pas de sel, en référence au gardien strasbourgeois, on peut voir qu'elle prend beaucoup de buts depuis le début de saison. Elle a pris 10 buts depuis le début de saison en 5 matchs. Elle en a marqué que 4, donc une différence de but qui est de -6. C'est pas vraiment des statistiques d'un Fort Knox. Et c'est un peu en contradiction avec l'idée qu'on se faisait et qu'évoquait, je pense, Georges, du jeu à la strasbourgeoise prôné par Thierry Laurey. Alors, vous croyez vraiment à ce bus? Ça dépend s'ils veulent absolument gagner leur match et prendre des points. Ce bus, je le vois pas. Après, s'ils veulent défendre pour récupérer un point, oui, il y aura un bus. Mais je pense qu'ils voudront absolument gagner au moins un match. Enfin, au moins un match. Je crois je sais même pas s'ils ont gagné un match. Non. Ils ont gagné un match contre Dijon, oui, voilà. Contre Dijon. Ouais, donc contre le dernier, qui est encore pire. Donc, mais c'est vrai, quand on voit même contre Monaco, ils perdent 3-2, alors que Monaco est à 9. Et longtemps à 9. Ok, c'est Monaco en face, mais quand même, ils auraient pu au moins égaliser, je pense. J'ai pas vu le match, mais bon, quand on voit ça. Mais après, je vois que, enfin, je pense que ce sera pas réellement un bus. Ce sera peut-être un bus au début, parce que je pense qu'ils vont peut-être ils ont peut-être peur de prendre une paire de buts dès le début. Donc ils vont se mettre derrière. Et après, ils vont voir ce que Lille va décider de faire. Et si Lille commence à jouer trop devant, là ils vont rester derrière à essayer de jouer en contre. Mais si par contre Lille les attend, bah, ils vont peut-être commencer à sortir de leur surface et essayer d'attaquer pour pouvoir marquer un but. Et nous on va peut-être essayer de marquer un but derrière. Mais moi je vois pas trop le bus comme on dit. Je pense qu'ils vont venir pour attaquer. Enfin pour essayer de gagner, on va dire. Alors, Strasbourg, c'est une terre d'accueil pour l'équipe lilloise depuis 2 saisons. On a gagné là-bas l'année dernière, cette année, c'était en février 2020. On a gagné 2-1 avec un but de Gabriel et un but d'Osimhen. On a fait match nul en février 2019, donc avec un but d'Ikoné, un partout. Et par contre, il y a ce fameux match qui marque le début de l'ère de El Fiasco, où je crois Maignan se fait expulser à la mi-temps. Il est remplacé par, je crois, Nicolas Depréville, et où on perd 3-0. Amadou et Depréville. C'est-à-dire que scène surréaliste où on voit 2 joueurs d'échange s'échanger le maillot de gardien en passation sur un match. Moi, je me suis retrouvé dans les matchs que je faisais sur la pelouse en bas de chez moi, au bord des H&M de Mont-Saint-Barreul, quoi. C'était un peu le grand porte-parole. En effet, c'est le début de l'ère, voilà. Enfin, il y a eu, on a rêvé 90 minutes avec Bielsa.
Je l'assume, le fiasco. Non, bien sûr, c'est le début du fiasco, évidemment. Et ce match lui-même, en soi, on revoyait un tas de. Il a oublié très vite parce que je crois que c'est le début du grand crack. C'est là, clairement, il y avait un vernis de beau jeu contre Nantes et là, c'est complètement brisé. Ça a donné des scènes et un match surréaliste, quoi, où au final, il me semble même qu'on prend les 3 buts quasiment tous en fin de match. Quoi. En fin de match. Ouais. Oui, je me souviens, j'étais encore en Corse, puisque c'était l'été. Je suis allé acheter du pain, regarder avec le gamin. J'ai quitté à 0-0. Je suis revenu, il était assis, il va me dire, tu vas jamais me croire. Puis en effet, quoi. Je suis arrivé sur. J'ai pas assisté au massacre en soi, mais c'est vrai que ça reste quand même un souvenir assez compliqué. Ce qui est bien avec Georges, c'est qu'il nous raconte le match et en plus, il nous fait visiter la Corse. Je crois que c'est remarquable. Il n'y a pas d'autre émission où on peut faire ça en même temps. Christophe, tu te souviens de ce match ? Oui, parfaitement, oui. Et pour revenir un petit peu sur celui qui nous attend là, moi je crains un joueur, c'est Motiba. J'espère qu'il va pas être sur la pelouse. Je préférerais voir Ajor plutôt que Motiba. Donc il est blessé, a priori. Oui, il est blessé. Ouais. Ah bah voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est l'occasion de le saluer parce que Lebo Motiva, c'est dans les dernières années du LOSC, c'est un des joueurs les plus sympathiques qu'il y avait au club, un garçon charmant qui est toujours plein de sourires, qui était pas mauvais, hein, qui avait un gros talent. Il avait fait une belle saison à Valenciennes avant de venir renforcer justement l'équipe du LOSC, la fameuse année de Bielsa. Et c'est un peu dommage de pas le voir jouer, même si effectivement c'est un atout strasbourgeois en moins. Mais c'est un peu dommage qu'il rate ce rendez-vous contre son ancien club. Ça aurait été sympathique de le voir évoluer et de le voir neutralisé par la paire Fonte-Botman. Ce que je voulais dire, c'est que je le crains vraiment, en fait. Réellement, c'est quelqu'un c'est un très bon footballeur. Et au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours un esprit club, comme il l'a eu à Lille. Je suis sûr que Georges va monter dans mon sens. Voilà, un esprit club, ça c'est important pour moi. On fait lien justement de la fameuse saison, je me souviens, hein, après l'ère Bielsa, Galtier hérite d'un champ de ruines, et je me souviens, privé d'un mercato en plus, qui l'a empêché de renforcer l'équipe. Donc le seul recours qu'a eu le LOSC a été de rapatrier des joueurs prêtés, ce qui a été le cas de Motiba. Il me semble qu'il y en a eu un autre, mais je ne me souviens plus. Et je pense que le retour de Motiba aussi coïncidait justement à cette période où il y a eu un mieux et c'est quelques points qu'on a su aller chercher pour éviter la grande catastrophe, quoi. Et je trouve que voilà, je pense que sur les matchs de fin de saison, ces années-là, il prend une part très active sur les matchs clés qu'on a pu gagner. Et c'est vrai qu'on a démarré la saison suivante, on était heureux de le retrouver. Je crois qu'en effet, joueur généreux, plein d'enthousiasme, plein de fraîcheur, et puis en plus très doué, un vrai buteur. Et ouais, ça m'a fait tout drôle. Il y a eu un goût d'inachevé avec lui. J'aurais aimé le voir poursuivre une campagne à Lille, au-delà simplement de l'opération sauvetage, parce que je crois qu'il est quasiment parti sur le mercato suivant. Enfin, il a joué quelques matchs avec l'équipe qui va finir deuxième, mais il part tout de suite à Strasbourg. Et c'est un peu la frustration avec Motiba, c'est l'idée de me dire justement que j'aurais aimé aller un peu plus loin avec lui, quoi. Surtout aussi parce que c'est un joueur extrêmement sympathique. Alors, sur le chat de l'émission, on a quelques commentaires. Alors, d'abord, KH qui fait référence à notre échange tout à l'heure sur Téléfoot et qui propose au Doc du Net de racheter les droits. Alors, sur le principe, je ne suis pas opposé à cette proposition fort sympathique, mais il nous faudrait beaucoup plus de spectateurs à l'émission pour qu'on puisse avoir les moyens de ne serait-ce que penser à cette opportunité. Donc, je connais Cuisat, KH, il est blindé, hein, il pourra, je le connais, il a toujours bien voté. Il a un pognon de dingue, je pense qu'il pourra contribuer à mort. Je vais peut-être mettre une petite vignette donation, alors peut-être. Voilà. On en reparlera. KH, tu passeras dans mon bureau après l'émission. Plus sérieusement, donc Mantepulco nous dit que Strasbourg c'est toujours un déplacement compliqué. Rico nous dit que c'est un match à ne pas prendre à la légère. Ça paraît simple, mais ça risque de compliquer son déroulement. Mantepulco qui nous dit que ça sent 5 derrière en face et qu'on a l'habitude de relancer les équipes.
Et Strasbourg, c'est surtout un public et il ne sera pas là. C'est Rico 6231 qui nous fait cette remarque fort pertinente. C'est vrai que, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle Strasbourg a du mal, c'est que le public strasbourgeois est reconnu comme étant vraiment un 12e homme, un des meilleurs publics de France, lui. Et en absence du public, c'est peut-être un peu plus compliqué aux joueurs de se sublimer dans les rencontres de Ligue 1. Un avis sur cette absence? Il y a aussi Cash qui dit que c'était Xeka qui est le deuxième revenant du mercato quand Motiba est parti. Quand il est revenu plutôt. Xeka. Il est revenu de Reims. Non, de Dijon. Il était à Dijon. Dijon, pardon, ouais, Dijon. Je pense qu'il est resté jusqu'au bout à Dijon parce que justement Dijon a refusé le deal. Mais pas vérifié. Peut-être que. Voilà, on vérifiera, mais je pense que Georges a une meilleure mémoire que Cash. Mais ils régleront ça à coup de shop lorsqu'on verra les bars. Cash avait quand même une très bonne mémoire, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc avec l'âge, il a peut-être chopé Alzheimer, je ne sais pas. Mais non, il me semble que Xeka n'est pas revenu, quoi. Mais j'ai un doute. Bon, de toute façon, le temps est passé, l'heure est venue, il est 21h34, hein, l'heure est venue au pronostic. Alors sur le chat, on a KH justement qui nous pronostique un match nul. Arnaud, avant de laisser la parole aux deux spécialistes, comment tu sens le match? Quel est ton pronostic? Quels sont les noms des buteurs? Moi je vois un 0-2. Pas un but contre son compte palois, mais non. On sait jamais, hein. Mais voilà, Rémi peut-être aussi encore. Mais bon, ouais, voilà. Non, moi je vois un 2-0 et qui je vois marquer, peut-être encore une fois Arroyo, qui m'a l'air d'être en pleine forme s'il est toujours présent. Et moi je voudrais bien quand même avoir un but de Jonathan David. Hein. C'est ce qui me manque. Franchement, c'est ce qui me manque. Ça lui ferait du bien, je pense. Mentalement, et ça le pousserait un peu plus à jouer plus rapidement, et moi je pense ça. 1-0-2. Alors, sur le chat, on a des pronostics. Jim qui voit une victoire du LOSC 1-0, et on a également KH qui reconnaît que Xeka est bien resté à Dijon. Et donc, on peut plus dire de bêtises ou de choses. On est tout de suite contredit sur le chat. C'est très intéressant cette interactivité. Christophe, alors on va commencer par toi. Alors, tenant du titre, ton pronostic. Une grosse victoire 1-0 avec un but de Bamba. Vu sa forme actuelle, voilà, je pense qu'il est capable de nous débloquer tout ça là-bas. Georges? Bah ouais, j'allais pronostiquer 1-0, mais donc allez, un petit 3-0 en souvenir justement la seule sale journée que j'avais passée encore, c'est gros bisous de Bielsa, quoi. Et les buteurs? Alors les buteurs, on va y aller d'un petit pénalty de Yilmaz. Tiens, je verrais bien des défenseurs centraux marqués de la tête, donc on va dire Botman. Et troisième but, allez, un raid d'un rentrant, un coaching gagnant. Le premier but de Wea, on sera toutes les premières. Alors, moi, je vais prendre un match nul avec un but de Lala, parce que avec le nom, ça me fait rigoler. Et puis, un but de David. Et puis, je rajoute aussi un but de Yilmaz pour le pourboire, parce que comme je suis très mauvais pronostiqueur, de toute façon, il n'y a que les buteurs qui comptent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'émission. Alors, Cash termine les apartés en te disant de ne pas aller chercher du pain, Georges, pour le match. Reste concentré quand tu regarderas la télévision. C'est l'occasion de saluer les personnes qui sont intervenues sur le chat de Twitch qui abrite notre émission. C'est l'occasion de remercier les supporters internautes du Forum LOSC et ceux qui ont regardé l'émission en direct sur le groupe Facebook. C'est bien sûr l'occasion de remercier nos deux habitués, donc Christophe et Georges. Merci de votre participation active. L'occasion de saluer le travail d'Arnaud, toujours aux manettes, toujours prêt à intervenir en cas de problème technique. Donc, on lui lève le pouce à Arnaud, bravo, un grand bravo à toi.
C'est l'occasion de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un qu'est-ce que c'est que ce match particulier sur Strasbourg-Lille et sur même s'il faudra attendre 15 jours pour le derby, finalement une première analyse pré-derbiesque pour ce rendez-vous qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience dans un contexte sportif qui paraît beaucoup plus intéressant que les quelques années précédentes, les rares années précédentes où il y a eu des derbys. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 20h30 pour la 6e émission du Bistrot des LOSC. Merci à tous, bonsoir et allez le LOSC. Bonsoir à tous. Au revoir.